faut le chercher. Un vrai lecteur est aussi un chercheur. Absolument. Parce que quand il va dans la plupart des librairies, heureusement, il y a encore des très bonnes librairies, mais de moins en moins. Mais il va rencontrer le 80% qui est devenu le 100% de littérature qui est une littérature de consommation, de distraction, au mieux de petit amusement. Voilà la situation donc, ma lignée, ma généalogie intellectuelle, la situation telle que je la vois. Heureusement, il y a encore des proches de résistance, et je dirais surtout en France. À mon avis, la France est encore le pays qui se défend le mieux. Mais en défendant ses proches de résistance à la bêtise, à la sottise, ou n'importe quoi, où l'individu est considéré non pas comme un être en développement, en voie de développement, ce qu'est un individu, mais comme un consommateur. Et une vraie démocratie pour moi, c'est un ensemble d'individus développés. Si vous n'avez pas ça, vous avez de la démagogie et ce que j'appelle la médiocratie, c'est-à-dire la grande valeur et la valeur du médiocre. C'est-à-dire tout ce qui se vend. Dans le vocabulaire ordinaire, ce qui est bon aujourd'hui, c'est ce qui se vend. C'est rarement le cas. Alors donc l'individu qui est un être en développement, en possibilité, pour vous, le processus qui peut féconder cet individu, c'est ce que vous appelez le nomadisme intellectuel. N'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques phrases sur cette expression? Oui, le nomadisme intellectuel est un de mes mots-clés en quelque sorte. L'autre est géopolitique, on y arrivera tout à l'heure sans doute. Mais bon, disons rapidement que le nomade intellectuel, qui est un intellectuel nomade, n'est pas l'intellectuel idéaliste. Moi, je ne suis pas idéaliste, je suis très réaliste. Hein. Il y a beaucoup de gens qui croient que les écrivains, surtout ceux qu'on dit poètes ou penseurs, qui est mon cas, on croit qu'ils sont dans l'idéalisme. Non, moi je ne suis pas dans la lignée d'un certain platonisme. Platon lui-même c'est autre chose. Mais je ne suis pas idéaliste, disons-le comme ça. Quand on dit intellectuel, aussi on pense intellectuel engagé. Ça c'est Jean-Paul Sartre. Je ne suis pas un intellectuel engagé dans ce sens-là. Tout simplement parce que l'intellectuel engagé souvent s'engage trop vite, sans vraiment bien connaître la situation. Il faut savoir prendre son temps. Et l'intellectuel engagé s'engage, quitte à avoir des regrets après, parce qu'il se rend compte qu'il a créé des situations pires que le point de départ. Pas de distance. Il y a des exemples notoires dans l'histoire récente. Hein. L'Amérique et l'Irak, heureusement, saluent à la France et s'est abstenu. Malheureusement, il ne s'était pas abstenu longtemps, elle est en train d'y aller maintenant. Donc, ni l'intellectuel idéaliste, ni l'intellectuel engagé, ni l'intellectuel, c'est un autre genre d'intellectuel, c'est l'intellectuel médiatique, qui va discuter dans les journaux et à la radio et à la télévision les petits événements politiques à la petite semaine, disons. Alors là, franchement, je n'ai rien à faire avec ça. Donc, le nomade intellectuel. L'intellectuel nomade, c'est quelqu'un qui traverse des territoires, le voyage, le mouvement à travers l'espace fait partie intégrante de mon travail, qui traverse des territoires, et surtout, ce n'est pas seulement une espèce de bougeotte, c'est traverser des territoires pour entrer en contact avec des paysages, avec des natures, avec des terrains, avec des territoires, et avec des cultures, et souvent des cultures oubliées. Hein? Souvent, dans une très grande masse, une partie du monde, les cultures vraiment intéressantes, vraiment riches, vraiment substantielles, ont été non seulement marginalisées, mais massacrées. Par exemple, quand moi je voyage le long de la côte nord du Saint-Laurent vers le Labrador à partir de Montréal, j'entre en contact avec la culture amérindienne, au-delà des images d'épinards qu'on peut voir dans les films, etc. Hein? Mais une vraie culture très en rapport avec la terre, avec une poétique d'une force inouïe. Quand je voyage de Tokyo au Hokkaido, on parlait peut-être du voyage tout à l'heure, mais là j'entre en contact avec la culture Aïnou, que les Japonais ont détruit, comme les Américains ont détruit les Amérindiens. Et la culture haïku, croyez-moi, Bravo. Voilà, je vais vite là. Hein. La culture Aïnou, Aïnou est d'une richesse, d'une substance, d'une finesse incroyable. Donc, voilà le nomadisme intellectuel, bien compris. Hein. Ce n'est pas une nostalgie du nomadisme pastoral. Il y a encore des restes du nomadisme pastoral que je respecte, mais ils sont à l'état de survivance. Hein. Ça,
en Arabie et ailleurs. Donc je n'ai pas cette nostalgie. Je suis un nomade intellectuel et à ce mot intellectuel, ce mot je ne déteste pas. Ce que je n'aime pas, c'est l'intellectualisme. Je donne au mot intellectuel la charge électrique qu'il a dans le vocabulaire justement de Platon. Une énergie mentale féroce. C'est ça que j'entends par intellectuel. Alors une énergie mentale féroce, de grands espaces. Peut-être juste un petit mot. Moi je pense, toujours en liaison avec ça, l'image que je donne souvent c'est de l'autoroute de l'Occident, qui va de Platon à Aristote jusqu'à maintenant. Je ne vais pas, bien sûr, suivre toute la route cet après-midi, mais à un moment donné, il y a des gens qui voient les choses arriver avant les autres. Et les premiers nomades intellectuels sur le plan historique pour moi, parce que c'est aussi un phénomène historique, c'est Rimbaud en poésie et Nietzsche en philosophie. Et moi, j'ai commencé avec Rimbaud et Nietzsche. J'ai fait des études de français, allemand et philosophie, quoi, hein. Donc Rimbaud et Nietzsche. Eux, ils quittent l'autoroute, il faut savoir quitter l'autoroute, et ils suivent des chemins de traverse. Le nomade intellectuel suit des chemins de traverse à la recherche d'un nouvel espace de vie et de pensée. Voilà, alors les chemins de traverse vous ont mené, entre autres, dans ce dernier livre, vers Vancouver et l'Alaska. Quelle est la place de ce nouveau livre dans votre œuvre? J'écris trois sortes de livres. Des livres d'essais, des livres de prose narrative, notamment le Vent de Vancouver, le dernier, et des livres de poésie. Et je compare ce travail triple, qui n'est pas très fréquent, un travail triple comme une flèche. J'ai du mal avec ces trucs-là parce que je parle avec mes mains. D'accord. Alors, la flèche, les peines de la flèche qui donnent la direction, ça ce sont les essais. La tige de la flèche, traverser des territoires ou le fait de vivre profondément dans un lieu, errance et résidence, ça c'est la tige de la flèche. Puis la pointe de la flèche, c'est le poème. Et une flèche, ça indique un espace. Tout mon travail donc est un mouvement vers un nouvel espace que j'essaye de définir. Et les vents de Vancouver, qui est le dernier, donc de Vancouver en Alaska, on parlera peut-être dans les détails tout à l'heure, mais fait partie de ces livres dont d'autres exemples sont par exemple la route bleue qui va de Montréal au Labrador, comme je disais tout à l'heure, et les signes sauvages de Tokyo au Hokkaido. Donc essai, prose narrative et poème. Et la prose narrative, j'ai senti le besoin quelquefois d'inventer des nouveaux mots, un nomadisme intellectuel, géopoétique. Et pour le genre de livre de prose qui m'intéresse, j'ai senti le besoin d'inventer un nouveau mot parce que je n'écris pas de roman. Je sais que ce terme est élastique, ça couvre beaucoup de choses aujourd'hui.